Je m'appelle Christophe Mélanie, je suis associé dirigeant fondateur de Tamento. Mon sujet à moi, c'est plutôt le conseil et le développement. Et mon sujet à moi en particulier, c'est plutôt le B2B. Et mon associé, il est plutôt B2C. J'ai 4 objectifs aujourd'hui et je vais aller assez vite parce que finalement on a assez peu de temps ensemble. D'abord vous expliquer ce qu'est un dispositif web social, parce qu'on invente des mots compliqués pour vendre les définitions. Mais vous verrez que ce n'est pas si simple et ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble de ce dont on parle. Je voudrais vous montrer 2 exemples de PME qui exploitent les réseaux sociaux pour développer leur activité. Ça vous donnera des idées et des manières de concevoir tout ça. Comme on parle de community management, je vous expliquerai ce qu'est un community manager, à quoi il sert, quelles sont ses missions, pourquoi c'est utile. Et surtout, à la fin, j'essaierai de vous donner des guidelines, des bonnes idées, vous expliquer par quel bout on prend un projet comme ça, comment on conçoit une stratégie de social CRM, globalement par quel bout on le prend. Et si tout va bien, à mon dernier slide, vous devriez avoir des idées pour redémarrer quelque chose ou continuer quelque chose, en tout cas appliquer tout ça dès que vous reviendrez à votre bureau. 5e ambition qui n'était pas ici, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer qui on est. Donc on s'appelle Tamento, notre mission à nous c'est d'aider nos clients à trouver leurs clients sur le web. Ça signifie 2 choses, ça signifie qu'on pense qu'on trouve des clients sur le web, nous on le fait, nos clients le font. Et ça signifie une 2e chose, c'est que on n'est pas, nous, intrinsèquement les meilleurs techniciens du monde, mais on les connaît et on les fait travailler. On n'est pas les meilleurs artistes du monde, mais on les connaît et on les fait travailler. Et surtout, l'équipe que j'ai en interne est une très très bonne équipe. On se focalise sur vos clients et sur ce que ça apporte. Donc je ne vous vendrai pas une page Facebook si vous n'en avez pas besoin, je ne vous vendrai pas du référencement si vous n'en avez pas besoin. On est plutôt des marketeurs, on s'occupe plutôt du business et on s'occupe plutôt de stratégie marketing avec l'outil web. Et on pense que ça fonctionne. On fait 5 choses. Je vais commencer par la droite. Évidemment, on fait du développement, de la création, de la refonte de sites et de dispositifs web, vitrines, applications en ligne, vente en ligne. On fait de la communication visuelle. J'ai des directeurs artistiques qui font de la création de marque, de la création d'identité, de la réalisation de support, bien sûr. On fait des réseaux sociaux. J'ai des community managers avec moi. Et on fait ça depuis 2008, 2007. On fait du référencement. Et on fait de l'inbound marketing. Vous avez entendu parler d'inbound marketing? Pour faire simple, l'inbound marketing sont toutes les techniques qui te permettent de faire venir des gens vers un site web, de les accueillir, de garder des traces et de faire en sorte qu'on garde le contact avec les gens qui visitent vos sites web et qu'un jour, lorsqu'ils sont chauds pour acheter, on puisse le savoir et leur faire une offre. Ça vous va? Donc c'est un système de tracking, de mail, de landing page, de référencement. Enfin, voilà. L'inbound marketing, c'est le contraire de la prospection. C'est l'idée de faire venir les gens, de les attirer, de les garder et de les convertir en clients. On le fait de 3 manières. J'ai un studio qui se trouve à Lyon et à Paris, qui prend en charge des projets au forfait. J'ai un centre de formation. Nous avons, un centre de formation. On a 38 formations web marketing, un catalogue, 8 cursus métiers et on forme 300 personnes par an, un peu plus. On ne donne que des formations au web marketing. Et j'ai une activité de délégation pour des clients qui ont besoin d'un community manager, d'un traffic manager, d'un social media manager, qui sont des métiers un peu nouveaux, qu'on les aide à trouver et qu'on place chez nos clients, qu'on accompagne chez nos clients, à temps plein ou en temps partiel. Nous avons des clients, des grands comptes, des comptes moyens, des comptes intermédiaires, des créateurs d'entreprises aussi, souvent, qui ne sont pas les gens avec lesquels on fait la plus grosse activité, mais qui sont des gens qu'on adore accompagner parce qu'on est créateur d'entreprise nous-mêmes et ça nous intéresse. Et on existe à 3 endroits, Paris, Lyon, Strasbourg, et pas encore à Saint-Étienne, mais je compte bien sur cette journée pour nous motiver à le faire. Donc la première chose que je vais vous dire, c'est les gens parlent de vous sur Internet. Les gens parlent de votre marque, les gens parlent de votre société, les gens parlent de vous personnellement. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Évidemment, Super Size Me, vous vous souvenez? Un film reportage sur McDonald's, ça c'était facile. On prend McDonald's et on en fait un film. Et ça c'était sur Twitter. C'est une petite souris à la brioche dorée. Rue de Rivoli à Paris, quelqu'un qui passe, c'est la nuit, il regarde dans la vitrine, voilà une petite souris, il la prend sur Internet, il la prend en photo et ça fait le tour.
Et ça, c'était pas du tout contrôlé par les gens du marketing de Brioche Dorée. Et là, pareil, une petite souris au McDonald's du Forum des Halles. Alors, si vous connaissez le Forum des Halles à Paris, c'est possible qu'il y ait des souris là-bas. Mais ça fait rire. Et c'est une somme de communication attachée au nom McDonald's que la direction marketing de McDonald's n'a pas voulu. Deux autres exemples, juste comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là, c'était il y a 2-3 ans. D'ailleurs, c'est l'ancien look de Google. Des employés de Domino's Pizza qui se filment en train de cracher dans les boîtes de pizza. Ou de les faire tomber et de les remettre dedans. Et c'était un peu dégueu. Et puis ça les fait rigoler. Et ils publient ça sur YouTube. Et il y a un moment, quand on tapait Domino's Pizza, ça arrivait en 3e position. Et évidemment, ça plaît, enfin ça fait rire, donc les gens vont voir et les gens se le repassent, et c'est beaucoup lié, et donc ça se référence facilement, ce genre de choses. Là, pour la petite histoire, comment Domino's Pizza s'en est sorti, ils ont publié des vidéos avec le même nom, les mêmes mots-clés, les mêmes références, sur les mêmes plateformes, YouTube, Dailymotion, tout ça, dans lesquelles ils dénonçaient le comportement de ces gens-là. Donc en fait, ils n'ont pas supprimé la vidéo, parce que ça, c'est pas possible, c'est pas faisable. Ils l'ont remplacé. Ça s'appelle du déréférencement. Il y a plein de manières de faire ça, mais l'idée c'était de remplacer la mauvaise vidéo par une bonne. Donc techniquement, on la trouve toujours, la bonne vidéo, mais elle est plus dure à trouver. Et à droite, Academia, vous vous souvenez de cet épisode-là? On s'est rendu compte que dans les fichiers clients d'Academia, il y avait des informations un peu borderline. À ce moment-là, en page d'accueil de Google, toute cette zone-là, alors on l'a mis en rose pour l'exemple, mais toute cette zone-là, c'était des articles qui parlaient de ça. Quand on tapait Academia sur Google, on tombait là-dessus. Là aussi, gros bad buzz. Alors ça, évidemment, ça marche si vous êtes connu, mais ça marche aussi si vous n'êtes pas connu. Vous connaissez Foursquare? Ça vous parle, Foursquare? Foursquare, c'est un outil de check. C'est un outil que vous avez sur votre iPhone et qui vous permet de dire « je suis ici ». Ça vous permet de dire à vos amis que vous êtes là, mais ça vous permet surtout de dire « je suis ici et c'est bien, et cet endroit me plaît ». Ou « je suis ici et dans cet endroit j'y ai trouvé ça, vous devriez goûter ça, c'est parce que c'est très très bon ». Donc c'est au-delà d'un outil qui permet aux gens de savoir où ils sont, c'est un outil de promotion des lieux. Si vous faites du marketing de lieux, si vous avez un magasin, si vous avez un restaurant, si vous êtes un commerçant, il y a des gens qui déclarent qu'ils sont chez vous et qui mettent des commentaires sur vous, sur Foursquare. Vous êtes sur Foursquare, vous dites « je suis là », il y a un pop-up qui apparaît et qui vous donne les dernières astuces qui ont été entrées par les gens qui sont passés avant vous. Donc par exemple, moi un jour je suis allé dans un hôtel, je check dans l'hôtel parce que ça m'a amusé, et là j'ai une astuce qui dit « si vous voulez vous connecter à Internet, allez demander à l'accueil un câble Ethernet parce que le Wi-Fi ne marche pas ». C'était très utile pour moi. C'est des détails comme ça. Et là, en fait, il y a une pharmacie qui se trouve à Lyon. Quand vous allez dans cette pharmacie, vous checkez, vous avez un message de Camille qui dit « pour l'efficacité et la politesse, pour passer ». Ça fait 3 ans que j'ai le même slide, et ça existe toujours. Cette pharmacie ne le sait pas. Ça, c'est la une du Time de 2006. La une du Time de 2006, vous savez, le Time Magazine élit tous les ans, à la fin de l'année, la personnalité de l'année. De mémoire, l'année dernière, c'était le manifestant, la personnalité de l'année, ou l'année d'avant peut-être. En 2006, c'était vous. C'est le moment où on s'est aperçu que les gens pouvaient écrire sur Internet. Ça a l'air anodin comme ça, mais ça l'est pas. C'est le moment où on s'est aperçu que le contenu rédigé par des anonymes était plus gros que le contenu généré par des officiels. C'est à ce moment-là qu'on a inventé cet acronyme UGC, User Generated Content, et c'est là qu'on s'est aperçu que sur le web, avant, il fallait avoir des moyens pour écrire sur le web. Il fallait avoir une bonne agence de com ou un bon service technique, et de l'argent pour avoir un site web, ou quelques compétences techniques, mais c'était pas pour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut écrire. Du coup, votre présence sur le web, c'est ce que vous dites de vous, et surtout ce que les autres disent de vous. Et les autres sont plus nombreux que vous. C'est vrai. C'est vrai, les autres sont plus nombreux que vous. Et le fond de ça, quand on parle de médias sociaux, ou de réseaux sociaux, ou de social CRM, social, ça veut dire ça. Ça veut dire des liens entre les gens qui se parlent et qui communiquent plus que vous. Donc ça, il faut essayer de jouer avec ça. Pour faire ça, on met en place un dispositif web social. Alors,
Aujourd'hui, il n'y a plus aucun dispositif web qui ne soit pas social. Si vous avez un site internet ou si vous achetez un site internet et qu'on vous dit non, ce site internet, il n'a pas de flux RSS, il n'est pas compatible Facebook, on ne pourrait pas faire la promotion de ça sur Twitter. Voilà, ils sont tous sociaux, les sites web aujourd'hui. Un dispositif, c'est un peu plus complexe que ça, c'est un ensemble d'actions, donc une dynamique de contenu. Évidemment, si les gens parlent sur vous sur Internet, il faut que vous parliez sur Internet. On appelle ça le content marketing. C'est une tendance lourde depuis quelques années et ça va l'être de plus en plus. Il y a aujourd'hui dans les équipes marketing des grandes entreprises des équipes de rédaction, des comités de rédaction, qui sont très très comparables aux comités de rédaction des journaux. Une grande entreprise publique communique énormément, rédige énormément, beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Il vous faut une dynamique de veille. Cette pharmacie-là, il faudrait qu'elle le sache. Ensuite, ça l'intéresse ou pas, elle le traite ou pas, mais au moins, il faudrait qu'elle le sache. J'ai un exemple. Un jour, on a rencontré un président de conseil général. Je me trompe toujours entre président de département et président de conseil général. Je crois qu'il était président du département, et lui me dit, mes conseillers, oui, j'ai un doute, mes conseillers me disent que Twitter, c'est pas la peine pour moi, faut pas y aller. Donc, j'y suis pas. Donc, on dit, bon, d'accord, ok. Et puis, en rendez-vous, on regarde un petit peu sur notre iPhone, on fait une recherche avec son nom sur Twitter, il y a 5 comptes à son nom, avec prénom.nom, prénom-nom, initial, 5 comptes des opposants politiques, des faux, qui disent des horreurs en son nom. Ouais. Donc, ça peut être une bonne chose de dire laissez tomber Twitter, votre cible n'est pas sur Twitter, mais ça peut pas être une bonne chose de dire ne regardez pas. On peut plus ne plus regarder là. Alors évidemment, la politique, c'est un contexte un peu particulier, c'est brutal, la communication politique. Mais c'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples comme ça qui disent il faut que vous le sachiez. Si quelque chose existe sur vous, il faut que vous le sachiez. Mais au-delà de ça, il faut que vous sachiez comment se comportent vos clients, vos prospects, pour adapter le discours. Je vous donne un exemple qui n'est pas très loin de nous. Je vais vous donner un exemple à moi d'ailleurs. On vend des formations au community management. Et il y a un an, la quasi-totalité des gens qui cherchaient une formation au community management tapaient formation community management. Aujourd'hui, ils tapent formation community manager. Ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien, mais si on ne le voit pas, ça, on passe à côté. Et on perd le trafic. Donc on perd les prospects. Ça a l'air de rien. Ce changement de comportement-là, c'est un changement de marché. C'est un changement de la demande. Et ça, il faut être en veille là-dessus aussi. Donc, dispositif de veille, une dynamique de display. Le display, c'est la pub sur Internet, les bandeaux pubs. C'est globalement envoyer à quelqu'un une information qu'il n'a pas sollicitée. C'est l'inverse de la recherche de Google, dans laquelle on donne à quelqu'un une information qu'il a sollicitée. Vous voyez, c'est très utile le display. Pas à faire n'importe comment, mais ça peut être très utile. Une dynamique de conversation. Il y a des automatismes. Vous pouvez écrire sur votre site web, vous écrivez un billet de blog, et puis il est publié automatiquement sur Twitter ou sur Facebook. Et tout va bien. Sauf que si vous n'êtes pas sur Facebook, pour répondre aux commentaires que les gens que les gens laissent, ça ne sert à rien. Un réseau social, ça permet de créer de la conversation avec les gens. Donc il faut être prêt à converser. Il faut être prêt à être là. Juste un exemple, vous vous souvenez du tsunami au Japon? C'était il y a 2 ans, je crois. J'ai perdu la mémoire, j'ai plus les dates. C'était il y a 2 ans. Ça s'est passé à heure française, c'était samedi matin 9h, le tsunami. Et là, grosse alerte, notamment sur les avions. On ne savait pas si les avions décollaient. Et donc, une situation très anxiogène, les gens appellent Air France pour savoir si les avions décollent, pour savoir si les gens qui sont au Japon pourront rentrer. Et surtout, ils laissent des commentaires sur Twitter. Sauf que le community manager de Twitter, il est en week-end, samedi à 9h. C'est là le truc qui dit, si vous êtes sur un média qui permet de faire de la conversation, attendez-vous à converser. Attendez-vous à converser, et attendez-vous à converser comme les gens le veulent. Ils vont pas attendre le lundi matin 9h que le community manager revienne au bureau pour s'inquiéter de l'avion qui décolle. Vous voyez ? Il y a des permanences de nuit maintenant, il y a des astreintes dans les services marketing. C'est vrai, hein ? Ils n'en sont pas encore à faire les 3-8, mais il y a des astreintes. Donc ça, c'est un ensemble d'actions qu'il faut que vous mettiez en place et qui exploite toutes les possibilités du web. Évidemment, un site web, bien sûr.
Évidemment, des blogs. Alors, le blog fait partie de votre site web, il est à côté, il est dedans. Votre site web n'est qu'un blog, ça c'est un grand débat. Globalement, sans rentrer dans la technique, un site web, c'est des informations qui bougent peu. Un blog, c'est des informations qui sont mises à jour régulièrement. Ah, c'est un fil d'actualité. D'accord ? Il vous faut du référencement, il faut faire venir les gens qui vous cherchent. Il vous faut des mails, il vous faut une présence sur les médias sociaux. Je vous donne un... Je peux écrire là ouais. Parce que ça me passe comme ça, vous pouvez le noter. C'est pas un site qui m'appartient, hein, mais c'est un site qui s'appelle Namecheck, namechk.com de mémoire. C'est un site sur lequel vous pouvez mettre un nom et il vous dit si ce nom est disponible sur les réseaux sociaux. Tous, sur tous les réseaux. Ça, il faut le tenter. Hein. Il faut essayer ça une fois. Hein. Namechk, Namecheck. J'écris pas très bien, c'est ça. Je parle pas très fort et j'écris petit. Il faut être prêt. Je le réécris. Namecheck, ça vous permet de voir si les noms sont dispos sur les réseaux sociaux. Et s'ils sont dispo, prenez-les. C'est gratuit. Il y a 3 ans, CNN a racheté le compte Twitter CNN 10 000 $. Parce que quelqu'un l'avait pris, sans penser le revendre. Hein. Et aujourd'hui, il est impensable que CNN n'ait pas le compte Twitter CNN. Aujourd'hui, c'est impossible à concevoir. Sauf qu'il n'avait pas pris au moment où c'est sorti. Donc prenez-le, ça ne coûte rien. Prenez-le, mais comme un nom de domaine, hein, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais un nom de domaine en .fr, .com, ça coûte 5 $ par an, 5,90 je crois. Donc prenez-les tous. Ça ne coûte rien, prenez-les tous. On n'hésite pas entre le .fr, le .com, le .net, on les prend tous. Imaginez alors c'est arrivé. C'est arrivé. J'ai régulièrement des discussions avec mes clients qui disent est-ce que je prends le nom de domaine en .xxx? .xxx, c'est pour les sites XXX. Et mes clients me disent moi, je ne vends pas ce genre de choses, donc je n'ai pas besoin du nom de domaine. Oui, sauf que si un site apparaît avec votre nom en .xxx, vous allez être embêté. Donc prenez-les, quoi. Et tout ça, c'est pour agir sur les conversations. C'est ça, en fait, qu'il faut que vous reteniez. C'est que dans social, on entend le lien entre les gens. Et un réseau social, c'est un ensemble de liens entre les gens. Et faire de la communication sur les réseaux sociaux, c'est travailler sur les liens entre les gens pour développer votre notoriété, développer vos ventes, développer la fidélité, développer tout ce que vous souhaitez développer et qui sont vos objectifs marketing et qui vous appartiennent. Voilà un exemple de dispositif web social. C'est pas si compliqué. D'ailleurs, comme je vous donnerai ce slide, vous pourrez essayer de faire le vôtre. Au cœur de ça, il y a votre site. Il est vert, comme ça, il est plus facile à voir. Au cœur de ça, il y a votre site. À gauche, vous avez tous les médias sur lesquels vous pouvez poser des contenus pour les embarquer dans votre site. Par exemple, cette vidéo là aujourd'hui, cette vidéo qu'on filme aujourd'hui, je ne vais pas la mettre directement sur le blog de mon entreprise, je vais la mettre sur YouTube. Et je mettrai la vidéo YouTube sur mon blog. Ça me sert à quoi? Ça sert à ce que YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde. Après Google. C'est pas Bing le deuxième, c'est YouTube. Et donc les gens qui chercheront community management ou réseaux sociaux seront susceptibles de me trouver sur YouTube. C'est une deuxième manière, c'est une deuxième occasion d'être trouvé. Pareil, si vous avez... Donc ça, c'est SlideShare, c'est pour des PowerPoint. Donc de la même manière, hein, le PowerPoint sera sur SlideShare. Script, c'est pour des documents. Flickr, c'est pour des images. Et il y en a plein d'autres. Mais vous pouvez avoir ce réflexe-là, qui est de dire quand j'ai un contenu important à mettre, je le mets d'abord sur un site de partage, et ensuite je le mets sur mon site web, et ça fait 2 occasions de le voir. Sur votre site, vous mettez des articles. Évidemment, par site, on entend blog aussi. Hein. C'est ça l'idée. Et de votre site, vous sortez un flux RSS. RSS, vous voyez ce que c'est? Le flux RSS, c'est la version de votre blog sans la décoration. C'est juste du texte. C'est juste le contenu de vos billets de blog. Et l'intérêt des flux RSS, c'est que c'est interprétable par plein de choses. De sorte que quand vous écrivez un nouvel article, votre flux RSS pousse à tous les gens qui y sont abonnés à un nouvel article en mode texte, qui est exploitable par plein de plateformes. Et de cette manière, votre article va se copier automatiquement sur ces différents réseaux. Ça sont des liens de publication automatiques. Donc ça se fait tout seul. Tumblr, vous voyez ce que c'est? Tumblr, c'est un site
Non, pas de microblogging. J'ai perdu le nom. Je crois que c'est un blog minute, quelque chose comme ça, mais il y a un nom anglais qui fait plus sérieux, je l'ai plus. C'est un blog très facile à monter et très facile à alimenter. Fonctionnellement un peu limité, mais c'est une manière très simple de publier des choses. À chaque fois qu'il y a un buzz sur Internet, un truc un peu drôle sur Internet, ou des gens qui veulent réagir très vite à une actualité, ils montent un Tumblr, parce que c'est très facile à faire. Très très. Donc c'est une autre manière de diffuser votre contenu. Twitter. Quand vous écrivez un article, il y a des solutions pour mettre directement sur Twitter, automatiquement, le titre de l'article et son lien. Ça, c'est pas compliqué. Vous connaissez des solutions qui font ça? En fait, on peut tout faire dans tous les sens. Je vous confie un truc. Je vais essayer d'écrire plus gros. Hop là. Hop. C'est peut-être trop gros. IFTTT. Ça veut dire if this, then that. C'est un outil qui permet de vous connecter toutes vos sources de données, votre blog, votre Facebook, votre Twitter, tout, et toutes les sorties, votre blog, votre Facebook, votre Twitter et tout ça. Et vous dites, quand il se passe quelque chose là, il se passe quelque chose là. Et ça le fait automatiquement. Et vous pouvez faire énormément d'automatismes. C'est vraiment très très intéressant. Vous pouvez dire par exemple, quand vous avez un nouveau commentaire de blog, vous recevez un SMS. Ça vous évite d'être devant tout le temps. Donc il y a plein de possibilités intéressantes. Et puis évidemment, les articles, vous pouvez les poster sur Facebook. Et donc il faut faire un petit peu attention à comment on écrit les articles sur Facebook parce que c'est limité, on n'a pas beaucoup d'espace sur Facebook. Donc voilà, donc tout ça est automatique. Évidemment, on peut aller aussi sur LinkedIn, sur Viadeo. Paper.ly, c'est une autre manière de publier du contenu un peu en format journal. Je ne vous embête pas avec ça. Aweber, c'est un outil de mailing automatisé qui peut vous permettre d'envoyer vos mails, d'envoyer vos billets de blog directement par mail. Et pour générer des newsletters automatiquement. Alors Aweber le fait, MailChimp le fait, il y en a plein qui le font. Voilà. Donc un dispositif web, c'est ça. Moi, je vous incite, quand vous créez ça, à le dessiner comme ça. Parce que on a volontairement... Alors, je vous embête pas avec ça, mais il y a une boulette là-dedans. Il y a une erreur là-dedans. Une erreur se cache dans ce schéma. Je vais vous la montrer. Ici, là, on a une boucle. Quand on écrit quelque chose, ça se publie sur Twitter et Twitter publie sur Facebook. Et ça se publie sur Facebook aussi. C'est ça, ça fait du doublon. Donc, juste donc ce schéma est faux. Il y a une erreur, mais qu'on a mis volontairement. Si vous ne le dessinez pas comme ça, un jour, vous ne savez plus ce que vous avez fait. Et vous êtes susceptible de faire des boulettes, comme nous. Donc, moi, je vous incite à le dessiner comme ça. OK? Et puis, ça vous permet aussi de dire, vous avez des publications automatiques qui sont des flèches. Vous avez des endroits où vous mettez du contenu original. Parce qu'il ne faut pas mettre que des automatismes. Hein. Les gens en face de vous ne sont pas des robots, donc il ne faut pas leur présenter que des robots. Et puis il y a des occasions de converser, il y a des endroits dans lesquels les gens peuvent mettre des commentaires et il faut vous préparer à ça. Donc c'est une manière de le modéliser. OK? Je vais aller vite parce que je sens que je vais me faire virer. On peut poser des questions? Bien sûr, oui. Quel est l'intérêt finalement d'avoir, si on a un site web, d'avoir en plus un blog, si on peut par ailleurs utiliser par exemple Tumblr? Alors, si vous avez un site web et que vous avez un blog dans le site web... Ma question c'est si on n'a pas de blog. Si vous n'avez pas de blog dans le site web? Ça vaut le coup d'en développer un ou est-ce qu'il faut simplement utiliser par exemple Facebook comme un blog? Non, alors utiliser Facebook comme un blog, c'est un petit peu limité quand même, en termes de fonctionnalité, donc vous allez être un petit peu embêté. Vous pourriez utiliser un Tumblr comme blog externe, ça peut marcher. Là aussi, fonctionnellement, c'est pas top, mais vous pourriez. En termes de référencement, et mon collègue d'à côté sera d'accord, l'idéal, c'est quand même que votre blog soit sous le même nom de domaine. Parce que le blog va ramener du trafic, et plus vous avez de trafic sur votre site web, plus Google vous prend au sérieux, pour faire simple. Mais vous pouvez le faire avec Tumblr aussi. Vous pouvez avoir un Tumblr avec une URL, une adresse web spéciale. L'idéal quand même, c'est que, en tout cas, c'est ce qu'on utilise nous, l'idéal quand même, c'est que vous ayez un contrôle de tout ce qui se passe sur tout, et donc que vous ayez de l'analytique. L'analytique que vous voulez, mais l'idéal c'est que vous ayez de l'analytique. Et si vous avez un site avec, même si les moteurs ne sont pas les mêmes, hein, si vous avez un endroit avec un site et un blog, si vous avez au moins Google Analytics, ça vous permet de comprendre ce qui se passe et de prendre des décisions, et ça c'est le plus important. L'idée du blog,
c'est de ramener vers le site. C'est de faire des connexions entrantes vers le site. Et donc, il faut que ce soit... voilà. Ensuite, il y a une question d'ergonomie. Est-ce que le blog peut avoir une tête totalement différente du site? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Je sais que... Alors, ça se fait beaucoup dans les agences de com. On a un blog officiel et un blog off. Avec des choses un petit peu plus fun, un petit peu plus cohésion d'équipe. Ce blog off peut avoir une tête totalement différente et ne pas respecter la charte de l'entreprise. J'ai un client, par exemple, qui vend des vérandas. Et son blog, il n'est pas dans son site. Et ce n'est pas un blog sur les vérandas, parce qu'il n'a pas l'inspiration pour l'alimenter. Et ça, pour le coup, si vous n'avez pas ni le temps ni l'inspiration, ne créez pas un blog. Créez pas un blog vide. C'est contre-productif. En fait, lui, il a créé un blog à côté avec une marque différente. Et c'est un blog sur le bien-être de vivre dans une véranda. La décoration, l'ameublement, voilà. Et il génère du trafic comme ça vers son site de véranda. Donc, ça peut être une stratégie qui est de dire j'attire les gens avec quelque chose d'un petit peu périphérique et je ramène vers mon site de vente. Globalement, ce dont on parle, c'est du social CRM. Social CRM, c'est encore un nouveau mot pour vendre la définition. On fait comme les avocats, nous. Le social CRM, c'est juste du marketing de réseau. Reprenez vos bouquins de marketing, allez à la FNAC, il y a toujours un chapitre marketing des réseaux. Le marketing de réseau, c'est le bouche à oreille, la cooptation, le parrainage, c'est le truc le plus vieux du monde. On n'a pas inventé grand-chose. Marketing de réseau, c'est normal. Mais c'est le marketing de réseau avec la puissance du web. Je vous passe, la folksonomie, c'est le classement à la popularité. C'est l'idée qu'on voit sur le web en premier ce que le plus de gens a plébiscité. Pas forcément la vérité ou le truc qui vous correspond le mieux, mais ce que les gens ont plébiscité en premier. D'ailleurs, faites le test. Si vous êtes sur un site de musique par exemple, et quelque part à droite, le site de musique classe les 5 musiques les plus écoutées, vous verrez que vous cliquerez sur la première. Pas parce qu'elle vous intéresse, mais parce que c'est la plus écoutée. Et donc plus on est haut dans le classement, plus on est haut dans le classement. Et donc quand on est nouveau, c'est dur. Mais ça se fait. C'est le principe du web. L'intelligence collective, le temps réel, ça se fait en temps réel sur Internet et ça se fait pour toujours sur Internet. Ce qu'on écrit sur Internet, ça existe toujours. Ça existera toujours. Ce sera enregistré, ne serait-ce que dans les bases de données de Google. Ça existera toujours. Hop. Et donc quand on fait du social CRM, pour faire simple, on met en place des dispositifs qui se servent de l'interaction qu'on a avec les gens et des conversations qu'on peut mener avec les gens. Par exemple, 2 exemples de sociétés qui font ça. Alors, ce sont 2 clients. Et je ne vous donne pas le nom parce que ça peut vous correspondre à vous. Une société qui est leader dans les services informatiques, qui est très spécialisée sur quelques types de métiers d'informatique et qui a une position de challenger par rapport à des gros concurrents qui ont beaucoup de notoriété. Et son problème à elle, c'est de recruter. L'informatique en région parisienne, c'est un marché tendu et le problème, c'est de trouver les gens. Les 6 millions de chômeurs, ils ne sont pas dans ce marché-là. Ce qui est plutôt bien. Donc le problème, c'est de trouver des gens. Et donc on a plein de solutions. On peut faire du référencement, il y a des moteurs, il y a des job boards, il y a plein de solutions. Et puis il y a une idée qui est la cooptation. Vous voyez ce que c'est la cooptation? La cooptation, c'est l'idée de dire à nos employés, faites venir des gens que vous trouvez bons, et si vous les faites venir et qui nous conviennent, on vous donne une prime de cooptation. Alors, prime ou pas, on incite les gens à faire venir leurs amis, professionnellement. Et bien, ça sert à ça, un réseau social. Ça sert à ça. Ça sert à faire travailler les gens. Ça sert à faire travailler les réseaux des gens. Un réseau social, en fait, ça a trois fonctions de base. C'est aimer, voter et partager. C'est aussi bête que ça. Un réseau social, ça permet de faire ça. D'aimer, de voter et de partager. On ne peut pas voter sur Facebook. On aime et on partage. Et on ne met pas de notes à quelque chose. Mais les réseaux sociaux, ça permet juste de faire ça. Donc imaginez, comment on fait de la cooptation de manière traditionnelle? On dit aux gens, il y a des postes ouverts. Donc si tu as en tête quelqu'un que tu connais, qui cherche un job et qui serait pas mal, propose-nous-le. Et donc les gens vont chercher, ils vont identifier peut-être 1-2 personnes qui cherchent un job. Sur les 1-2 personnes, ils vont se dire, non, lui, je ne vais pas le proposer parce que je ne le propose pas. Et donc, vous ne le connaissez pas.
Dites pas ça. Et donc voilà, la portée de cette action-là, elle est assez limitée, parce que si dans l'entourage proche des gens, il n'y a pas de gens qui cherchent quelqu'un, qui cherchent un job, et qui ont le profil pour postuler, ça ne fonctionne pas. Là, en fait, on a fait un truc un peu différent, c'est qu'on a dit, on crée un job board, on a créé un site à côté, qui n'est pas le site de l'entreprise, on a créé un site à côté, qui est un site dédié, marque employeur. Un site dédié, la marque a une manière de se présenter à ses clients, elle a une autre manière de se présenter aux candidats, sur d'autres valeurs, sur d'autres thèmes, avec une énergie différente. Et ce site-là publie des offres, et quand on publie des offres, elles sont reroutées sur Facebook, sur Twitter, sur Viadeo, sur LinkedIn, enfin, on a connecté ça à ces choses-là, à Facebook, LinkedIn, Viadeo, Tumblr et Twitter. De sorte que on communique en interne sur le fait de dire, on dit plus si tu connais quelqu'un qui est susceptible de, propose-nous-le, on dit, on publie des informations, merci de les partager. Et donc, en moyenne, vous savez combien un utilisateur de Facebook a de contacts en moyenne, d'amis en moyenne? En France, 90. Ça veut dire que si tous les employés de cette entreprise-là jouent le jeu et partagent les offres d'emploi, eh ben, à chaque employé qui partage, ça fait 90 personnes qui sont susceptibles de l'avoir. Et dans son réseau, qu'il soit au courant ou pas que la personne est en recherche ou en attente ou à l'écoute, eh ben, la personne va le voir. Donc on a une audience beaucoup plus grosse. Vous voyez ? C'est typiquement, alors je vous explique ça, vous n'êtes pas tous dans ce cas d'avoir des difficultés à recruter, et je ne vous dis pas recruter tous comme ça. Je voudrais vous faire comprendre l'intérêt d'un réseau social, c'est de se servir des connaissances des gens. Et la cooptation, ça fait ça très bien. Et les réseaux sociaux, pour faire de la cooptation, c'est assez naturel finalement. Vous voyez le... Deuxième exemple. Deuxième exemple, c'est une entreprise qui fait... Tac. Ah non, j'ai juste dit produits innovants. Bon, je vais vous le dire à vous. C'est une entreprise qui fait des cloisons en béton. Des cloisons d'entreprise, vous savez, comme un concurrent du BA13, pour les bricoleurs. Un concurrent du BA13, mais en béton. Donc un peu plus lourd, un peu plus compliqué à installer, mais très isolant. Et avec un retour sur investissement à 1 ou 2 ans, enfin assez rapidement, parce que très isolant et plein de propriétés d'isolation phonique, thermique, voilà, un truc assez intéressant. Sauf que après une année d'exploitation, ça ne fonctionne pas, parce que les architectes et les entrepreneurs trouvent ça trop compliqué. Ça les embête. Et donc là, on se dit, ouais, mais les clients finaux, les gens qui pensent à leur maison, ils seraient, eux, susceptibles de se dire, tiens, c'est intéressant pour ma maison. Le problème, en fait, c'est que ce n'est pas un sujet. Personne ne discute. Si vous avez acheté ou fait refaire une maison ou un appartement, personne ne vous a demandé quel type de cloison vous vouliez. Tout le monde met du BA13 naturellement. Donc là, en fait, on a cherché où étaient les discussions sur l'isolation thermique, les maisons positives, ce genre de choses, et on se rend compte que c'est sur les forums. Sur les forums d'autoconstructeurs, sur les forums de bricolage. Et c'est là qu'est le marché. Donc on fait une étude, on cherche leurs mots-clés, les mots-clés qui correspondent à... je crois qu'on va vraiment la couper au montage. On cherche les mots-clés qui correspondent à leur activité, et on cherche où ils sont. Et on s'aperçoit que 90% de l'apparition de ces mots-clés-là sont sur 5 forums. Donc on va sur ces 5 forums, on met en place un community manager qui a 2 rôles. Son premier rôle, c'est de participer au forum, d'intégrer les conversations et de dire, tiens, vous vous posez une question sur une cloison, eh ben moi j'ai une cloison intéressante, vous devriez regarder. Et son deuxième rôle, c'est d'aller sur des blogs qui parlent de ça, parce qu'il y a aussi des commentaires sur les blogs, et proposer de discuter. Pas forcément des billets sponsorisés, mais peut-être une démonstration gratuite, peut-être des informations, des white papers. Voilà. De sorte d'aller trouver les échanges, les conversations, où elles sont, et de s'y inscrire, et de faire de la notoriété. L'idée, c'est ça, c'est qu'en termes d'évolution de la marque, vous avez vu mes slides, plus ça avance, plus ils sont un peu techniques, compliqués. On prend un petit peu de temps pour mettre en place un community manager, le former à l'offre, parce que le community manager, il va parler à des clients, donc il faut qu'il sache un petit peu de quoi il parle. Surtout, on prépare un fond documentaire. Un livre blanc, des vidéos, des plaquettes, des tutos, des choses qui vont permettre d'alimenter, de faire du contenu,
et puis on va continuer à le préparer et on le diffuse. Et l'idée, c'est que on commence à diffuser du contenu. Petit à petit, le contenu va être rediffusé. En parallèle, on va dans les forums. D'abord, on écoute. On ne va pas dans un forum en disant « ce que je vends, c'est super ». Sauf si vous vendez des roses et que vous allez dans les restos et que vous arrivez avec vos bouquets de roses et que vous vendez des roses. Ça, vous avez vu que ça ne marche pas. On ne va pas dans un forum en disant « je vends ça, c'est super ». On va dans un forum d'abord en écoutant. On comprend. Ensuite, on essaie de proposer un avis utile, de la valeur. Et ensuite, petit à petit, les gens vont vous demander conseil. Et ensuite, petit à petit, les gens vont se servir de vos conseils pour le rediffuser. Et l'idée, c'est de faire démarrer la machine et que les gens, petit à petit, parlent de vos produits, en bien ou en mal, mais qu'ils parlent de vos produits. Et donc, ce community manager, notamment, il a un système de veille. Si on a un petit peu de temps à la pause, je vous expliquerai, mais on a la possibilité de faire de la veille et de se faire remonter des alertes quand on parle de vous. Et il y a des solutions qui font ça très bien. La solution la plus évidente, la plus immédiate, c'est Google Alert. alert.google.com. C'est pas celle qui marche le mieux, c'est pas celle qui vous donnera la plus grosse satisfaction si vous êtes très très exigeant, mais ça marche et c'est facile à faire. Alors un community manager, c'est quoi? Un community manager, le community management, c'est une méthode, des ressources et des compétences. Et effectivement, des ressources. Pas souvent un community manager tout seul. Surtout, si vous allez sur Internet et que vous tapez « qu'est-ce qu'un community manager » ou « qu'est-ce que le community management », vous allez trouver des gens qui vous disent « c'est ça ». Moi, j'ai documenté le truc, un community manager, c'est ça. Vous comprenez bien que le community manager de l'entreprise numéro 1 et le community manager de l'entreprise numéro 2, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas la même méthode, il n'a pas les mêmes objectifs. Donc le community manager et le community management, ça dépend de la communauté. Il n'y a pas de réponse immédiate. Mais il y a quelques constantes. D'abord, il y a une méthode. Nous, on a développé une méthode qui s'appelle ECPAR, qui veut dire écouter, parler, répondre, et qui dit globalement qu'on organise nos journées en 3 parties. D'abord, on fait de la veille, ensuite on fait du contenu, et ensuite on fait des conversations. Et globalement, les community managers organisent leur journée un peu comme ça. C'est-à-dire, ils ont une heure ou deux de veille, ensuite ils font du contenu, et c'est le gros de l'activité, et ensuite ils font des conversations. Suivant l'activité des communautés sur lesquelles vous êtes, on fait plus ou moins de conversations, mais globalement, il faut faire ces 2 choses-là. Il faut faire de la veille, il faut faire du contenu, il faut écrire des trucs, et il faut prendre du temps pour répondre. Et dans ces 3 choses-là, il y a des choses à connaître, il y a des outils, il y a des bonnes pratiques. Un community manager, aujourd'hui, il fait plein de choses. Et souvent, encore maintenant, sous le terme community management, on mettait beaucoup de choses. Et beaucoup d'entreprises se disent, tiens, je vais prendre un community manager, je vais prendre un stagiaire d'ailleurs, je ne vais pas le payer, et il va faire tout ça. Et il va parler en direct sur Internet sur ma marque. Et il va écrire des choses sur ma marque que je ne pourrai jamais enlever. Le stagiaire pas payé. Vous voyez que je ne souscris pas totalement à cette... on est d'accord. Non, mais un community manager doit savoir faire beaucoup de choses. Et évidemment, il crée et il gère des communautés. Des fois, c'est un marketeur, il faut qu'il pense stratégie. Il peut être rédacteur. Des fois, il faut faire du graphisme. Il planifie, il référence. Il faut un petit peu, des fois, agir avec un peu de diplomatie, parce que quand vous faites face à un bad buzz, il faut le faire avec un petit peu de méthode, de doigté. On ne gère pas une crise comme ça. Et sur Internet, une crise, ça peut aller très vite. Ça peut s'enflammer très vite. Donc c'est un poste un peu sensible. Et globalement, le community manager que vous aurez dans votre entreprise ou chez vos clients, d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé ce que vous faisiez, il a 2 choses dans sa tête. Il a des compétences métiers, de ce que vous vendez, et il a des compétences web. Les compétences métiers, c'est il faut qu'il connaisse vos produits, il faut qu'il connaisse vos clients, il faut qu'il connaisse votre stratégie marketing, il faut qu'il parle de cible, il faut qu'il sache réfléchir à ça. Et puis en termes de web, évidemment, le sens de l'écoute, le sens de contact. Quoi qu'on a eu des surprises. On a des community managers, alors on a eu des community managers très très timides, très très renfermés. À l'écrit, ils étaient très bien. Et c'est souvent une manière pour des timides d'avoir un vrai travail, un vrai job d'expression et de communication. Ça leur convient très bien. Évidemment, il faut un goût prononcé pour Internet.
Je vous dis ça parce qu'un jour, on a reçu, pour un poste de commercial, une fille qui vient nous voir et qui nous dit ouais, Facebook, tout ça, j'aime pas du tout. On l'a pas prise. Un peu de curiosité intellectuelle, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles sur Internet et il faut être ouvert à ça. Il faut savoir rédiger, avoir quelques connaissances techniques pour paramétrer un analytics, par exemple, c'est pas simple. Il faut savoir le faire. Et des fois, quelques connaissances graphiques. Et globalement, le community manager, en fait, il peut être amené à faire plein de choses. Mais globalement, ce que je vous ai dit précédemment, c'est faux. C'est faux parce qu'il n'y a pas de profil type de community manager, ça dépend de la communauté, encore une fois. Ça dépend de la communauté sur laquelle il agit, ça dépend de vos objectifs de développement. Si vous allez sur Internet pour trouver des clients, ce n'est pas la même chose que si vous allez sur Internet pour faire du support client. Vous voyez ? Si vous faites du support aux clients qui utilisent vos logiciels, par exemple, votre community manager sera plutôt un technicien. Si vous allez pour trouver des clients, votre community manager sera plutôt un marketeur ou plutôt un vendeur. Et surtout de l'équipe qui l'entoure. S'il a un graphiste à côté de lui, il n'a pas besoin de connaissances graphiques, de connaissances en graphisme, par exemple. Ça vous convient ? Ouais. Je voudrais vous donner une manière d'aborder ces sujets-là. Et là, on va sortir un petit peu du community management et des réseaux sociaux. On va faire des choses un petit peu plus larges. Et je vais vous parler de web marketing. Le web marketing, pour nous, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, d'abord, le web porte l'objectif de développement de votre entreprise. Ça, c'est important. Si vous souhaitez vendre, le web peut vendre. Si vous souhaitez générer des leads, le web peut générer des leads. Mais il faut qu'il assume ce truc-là. Pour faire simple, vous n'aurez pas de bons résultats avec un site web que vous faites vous-même et que vous achetez 50 € par mois ou par an sur un site indien. Le budget que vous mettez dans un site web, si vous voulez qu'il vende, c'est un budget commercial. C'est l'équivalent d'un budget commercial. Alors je vous parle de budget pour que vous matérialisez les choses. Comprenez l'énergie, comprenez l'attention que vous y portez. Le web tient les objectifs de développement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut que votre dispositif web attire vos prospects vers vous. Ça peut se faire. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez attiré vos prospects, il faut que vous leur fassiez faire ce que vous attendez d'eux. Ça s'appelle de la conversion. Le taux de conversion, ça vous parle ? Ouais. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas, le taux de conversion, c'est la différence entre les gens qui viennent sur votre site et le nombre de gens qui font ce que vous attendez d'eux. Par exemple, vous avez une page de vente, vous avez 100 visiteurs, une vente, ça fait un taux de conversion d'1%. Et selon les cas, c'est bien, 1% de conversion. Selon les cas, ça peut être bien. Si vous faites de l'AdWords, par exemple, si vous payez pour que les gens viennent chez vous, vous savez quel est le mot-clé le plus cher sur AdWords ? Alors, j'ai regardé ça il y a 6 mois. Non, c'est les dispositifs loi Cellier, ou le remplaçant de la loi Cellier, vous savez, les achats immobiliers. Quand j'ai regardé, c'était aux alentours de 36 € le clic. Ouais. Livraison de fleurs, quand j'ai regardé il y a 6 mois, c'était 25 €. Eh bien, c'est ça la question. Alors, je ne connais pas leur taux de conversion. Et puis, ça dépend des sites. Mais si votre taux de conversion, il est de 1%, la commande, à 25 €, vous l'avez payé 2500 € de com. Donc, le taux de conversion, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Il y a un truc que mon associé adore dire, c'est si vous avez une boutique qui est sale, mal rangée, pas bien achalandée, avec une vendeuse qui fait la gueule, qui n'est pas très, très attirante, payez pas un 4x3 pour faire venir les gens dans votre boutique. Ça ne sert à rien. C'est pas utile. Faites déjà un peu du ménage dans votre boutique. Le taux de conversion, c'est ça. Vous embêtez pas à faire du référencement si votre site n'est pas performant. Faites pas venir les gens. Rendez votre site performant déjà. Mais c'est pas le sujet. Je vous l'ai dit parce que je voyais que j'avais un petit peu d'avance, alors je profite. Mais c'est pas totalement le sujet. Le sujet, c'est que le web porte l'objectif, et comme on fait du web marketing, on fait du marketing. Et si vous avez fait un petit peu de marketing, on a dû vous dire que la première chose qu'on fait quand on fait du marketing, c'est segmenter, diviser votre marché. On ne parle pas à un marché de manière unitaire, on parle à un marché
de manière segmentée pour adapter le discours et adapter l'offre. On considère, nous, qu'il y a, de manière générale, 3 types de visiteurs sur un site Internet, sur Internet. Et c'est notre première segmentation, c'est notre segmentation primaire. On a des visiteurs qui cherchent, qui vont sur Google, qui savent ce qu'ils veulent, qui le demandent à Google. Des visiteurs qui participent, qui sont sur des forums, qui sont sur des conversations de blog, qui sont sur des réseaux sociaux. Alors oui, bien sûr, réseaux sociaux, forums. Un forum, c'est un réseau social, on est d'accord. Un réseau social, c'est pas forcément Facebook et Twitter. Et Google+. Et puis, il y a des visiteurs qui surfent, qui, a priori, ne demandent rien, mais qui seraient susceptibles d'avoir envie de ce que vous vendez. Je vous donne un exemple assez simple. J'ai rencontré une créatrice d'entreprise qui a monté dans le 7e à Lyon. Elle a monté dans le 7e à Lyon un bar à cake. C'est marrant comme idée, un bar à cake. Elle a des bons gros cakes, elle coupe des grosses parts, ils sont bons en plus ces cakes. C'est chouette comme idée. Et elle a payé une boîte de référencement pour être référencée sur le mot bar à cake. Vous en pensez quoi? Personne ne le cherche parce qu'ils ne savent pas que ça existe. C'est aussi simple que ça. Ses clients à elle ne cherchent pas de bar à cake. Peut-être qu'ils cherchent un lieu sympa entre amis dans le 7e. Ça a du sens. Peut-être qu'ils sont dans le 7e et qu'ils cherchent une boutique dans le 7e ou qu'ils vont au cinéma dans le 7e parce qu'elle est proche d'un cinéma et qui seraient susceptibles de pouvoir voir une pub sur la page du film et se dire, tiens, après le cinéma, j'irai dans le bar à cake. Donc là, pour le coup, on aurait plutôt des gens qui surfent, des gens qui ne cherchent pas. Vous voyez le truc? C'est aussi simple que ça. En fonction de la forme de votre demande, vous adaptez la manière qui va bien d'aller chercher les gens que vous attirerez sur votre site web, sur votre dispositif web. Si votre marché est mature au sens où les gens savent ce qu'ils veulent, ils le demandent à Google, évidemment, il faut faire du référencement. Mais il faut même faire plus que du référencement. Si le marché est mature, et qu'ils savent ce qu'ils veulent et qu'ils le demandent à Google, il faut aller voir dans les statistiques de demande sur Google comment les gens le formulent. Qu'est-ce qu'ils tapent? Vous savez qu'on peut savoir ça. Alors, ça a changé de nom, mais un truc qui s'appelle le planificateur de mots-clés AdWords. Vous voyez l'état de la demande. Vous tapez un mot-clé et vous savez si les gens le cherchent. Et puis, il vous fait des propositions de mots-clés annexes qui sont en lien. Alors, il faut des propositions des fois un petit peu hors sujet, il faut faire le tri. Mais vous voyez ce que les gens cherchent. Ce que je vous disais tout à l'heure, formation community management ou formation community manager, c'est critique. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. Il y a un an, on avait 1200 demandes de formation community management. Aujourd'hui, il y en a 140 par mois. Et ils demandent tous autre chose. Ils sont toujours aussi nombreux, c'est pas la question, mais ils demandent tous autre chose. Donc si vous êtes sur un marché mature comme ça, mature au sens, le produit existe, la solution existe, les gens le connaissent, c'est pas innovant. La première chose à faire, c'est comprendre la demande. Avant même d'imaginer le nom de votre entreprise, le nom de votre produit, le nom de la nouvelle gamme, avant même de rédiger le texte de votre site internet, demandez-vous comment les gens le cherchent, comment les gens l'appellent, ce que vous vendez. Et ce n'est pas forcément ce que vous avez en tête. Et le web permet de savoir ça. Si vous avez plutôt un marché de niche, un marché d'initiés, dans lequel les gens s'échangent des infos en bouche à oreille, vous avez des visiteurs qui participent. Si vous avez un marché de niche, un marché d'initiés et qu'il y a du bouche à oreille, il y a forcément des endroits sur Internet dans lesquels la conversation existe. Il vous faut trouver ces endroits et y aller. C'est aussi simple que ça. Si vous avez un produit innovant, alors innovant j'entends une solution nouvelle à un besoin qui existe. Une solution innovante à un besoin qui existe. Pas forcément un truc technique ou pas forcément un truc en anglais. Quelque chose que les clients ne connaissent pas et ils ne savent pas qu'ils en ont besoin. Là, vous faites du display. Là, vous faites de la publicité. Et vous trouvez des thèmes annexes pour éveiller l'intérêt et proposer aux gens quelque chose qu'ils n'ont pas cherché, mais dont ils seraient susceptibles d'avoir envie. Ça nous amène à mon dernier slide. Je suis allé plus vite que ce que j'imaginais.
Alors souvent, tout ça, on a considéré que c'était le community management. De manière un peu abusive, et on ne va pas avoir un débat de termes ensemble. Euh, Moi, je vous propose d'appeler ça community management ou web marketing ou chasse de jardin. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous compreniez cette segmentation-là et que vous ayez en conscience fait les choix en fonction de votre marché. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est l'un ou l'autre, hein. Vous pouvez avoir les trois. Vous pouvez avoir les trois. Vous pouvez avoir un marché qui est complexe et complet, mais le discours que vous porterez auprès des gens qui visitent votre site web en passant par Google et le discours que vous porterez auprès des gens qui sont passés par un display n'est pas le même. La cible n'est pas la même. L'efficacité de votre message est à travailler de manière un peu différente. D'accord ? Ça nous amène à un dispositif complet qui est que si vos visiteurs vous cherchent, il faut qu'ils vous trouvent. Donc il faut faire du SEO, du SEM, du SEA. SEO, SEM, SEA, ça vous va ? Tous ? Il y en a un que vous avez loupé là ? SEA. Donc SEO, c'est Search Engine Optimization. C'est tout ce que vous faites sur votre site web pour que les moteurs vous trouvent. C'est de la technique sur votre site web. SEM, c'est Search Engine Marketing. C'est les liens payants, AdWords. Et SEA, alors il y a des débats d'experts, mais certains considèrent qu'SEA, c'est la réunion des deux. D'autres considèrent un truc différent que j'ai oublié, mais c'est pas très très grave en fait. Le terme importe assez peu finalement. Ce qui importe, c'est la stratégie de lien, la stratégie de contenu. Si vos visiteurs cherchent quelque chose, il faut qu'ils le trouvent sur Internet. La base de ça, c'est que quelqu'un qui cherche, si vous vendez un salon de jardin en bois, quelqu'un tape salon de jardin en bois, il tombe sur votre page de salon de jardin en bois, il doit voir tout sur le salon de jardin en bois, et que ça. Les gens qui cherchent quelque chose sur Internet veulent voir tout ce qu'ils veulent voir, mais seulement ce qu'ils veulent voir. Donc, ne payez jamais pour attirer les gens sur votre homepage. Ça ne marche pas. Payez pour attirer les gens vers quelque chose qui est calibré en fonction de ce qu'ils cherchent. Et donc la stratégie de contenu, c'est ça. C'est on rédige aussi en fonction de ce que les gens cherchent. Si vous avez des visiteurs qui participent, il vous fait faire du community management. De la veille, aller sur les réseaux sociaux, mettre en place un community manager ou confier le community management à une agence. Si vous avez des visiteurs qui surfent, il vous faut de la communication visuelle. Alors évidemment, il vous faut une identité visuelle. Il vous faut quelque chose d'un peu percutant et adapté à votre cible. Il vous faut un logo propre, il vous faut un nom propre, propre au sens bien travaillé, quoi. Et puis vous pouvez faire du print, bien sûr. Vos comptes réseaux sociaux et votre site web doivent être sur votre carte de visite, sur vos plaquettes. Ça a l'air de rien, hein. Mais comme c'est votre site web qui tient l'objectif, qui génère les contacts ou qui fait les ventes, il faut attirer les gens vers ça. Même avec du papier, c'est pas très grave. Et puis le display web permet de faire ça. Des bons bandeaux publicitaires bien adaptés à la cible, bien adaptés au contenu et bien pensés. Ça peut vraiment, vraiment générer beaucoup. Et ça amène les gens vers votre dispositif web, qui est construit autour de l'objectif que vous avez, qui est soit de générer des contacts, soit de vendre, soit de fournir un service, globalement. Le site vitrine tel qu'on l'entendait avant n'existe plus vraiment. Le site qui dit « il me faut un site parce qu'il me faut un site », j'en attends pas plus que ça, mais je passerais pour un imbécile si j'en avais pas. Ça n'existe plus vraiment, ne le faites pas. Ne le faites pas. Il faut que vous attendiez quelque chose de votre site web, il faut qu'il soit utile. Il faut que si votre site web génère des leads, des contacts ou des ventes, il faut que dans vos prévisions de vente et dans les objectifs de vente, il y ait une ligne pour le site web. Affectez un objectif commercial à votre site web. Le site web n'est pas juste quelque chose comme ça qu'il faut avoir, comme le bac. Et puis quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est qu'une fois que les gens sont sur votre site web, on va essayer de les capter, de garder contact avec eux et de faire en sorte qu'on puisse suivre le moment où ils seront prêts à tenir vos objectifs. Et tout ça, ça s'appelle l'inbound marketing, qui dit on fait en sorte d'avoir le contenu qui les attire, on fait en sorte d'avoir les automatisations qui permettent de garder un lien. Et ce qui s'appelle le lead nurturing, c'est on mesure les interactions entre les visiteurs, les prospects
et votre site, vos landing pages, les réseaux sociaux et vos mails. Et en fonction des interactions qu'il y a entre tout ce que vous lui envoyez et votre visiteur, on va considérer qu'il est chaud ou pas, qu'il est prêt à vous parler ou pas. Ça, c'est l'inbound marketing, et si vous voulez, on en parle un petit peu après, mais je pense que ça va être vraiment le sujet dont on parlera beaucoup en 2014.